général, lorsque l'on se rend chez un médecin pour une consultation, c'est pour que celui-ci nous soigne, pas pour qu'il nous tue. Mais comme cette nouvelle affaire va le prouver, confier sa vie à un médecin peut parfois être lourd de conséquences. Ce fut le cas pour plus de 200 patients qui ont fait confiance au docteur Harold Shipman, un grand professionnel très reconnu par ses pairs et qui avait brillamment obtenu son diplôme de médecine. Entre 1977 et 1998, ce Britannique, qui a travaillé dans les plus prestigieux instituts du Royaume-Uni, s'est enrichi sur le dos de ses patientes. Les victimes avaient toutes entre 60 et 80 ans, et certaines possédaient une véritable fortune sur leur compte bancaire. Une grande partie de ces sommes a terminé sur le compte du docteur Shipman. L'homme, déjà condamné en 1975 pour détournement de médicaments, n'aura été interdit d'exercer que 4 mois. Une erreur de jugement de la part de l'ordre des médecins qui aura été fatale pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, bien après la mort du médecin retrouvé pendu dans sa cellule le 13 janvier 2004, on pense que le nombre de femmes assassinées serait bien plus élevé que ce que l'on pensait à l'époque, pouvant aller jusqu'à 400 victimes. Et au vu du mode opératoire du tueur en série le plus prolifique du Royaume-Uni, cette estimation pourrait bien être proche de la réalité. Shipman, couvert par son statut de médecin, a pu très facilement tuer toutes ces femmes durant de nombreuses années. Mais après 21 ans, sa carrière prend fin grâce au combat de la fille de Kathleen Grundy, l'une de ses patientes retrouvée morte chez elle le 24 juin 1998. La cause de sa mort? Une surdose de diamorphine, un dérivé de l'héroïne. Et Harold Shipman connaît bien les drogues. C'est en partie pour cela qu'il a été arrêté plusieurs années auparavant. L'affaire Shipman commence le 24 juin 1998. En plein milieu d'après-midi, Angela Woodruff, la fille de l'adjointe au maire de la ville de Hyde Kathleen Grundy, reçoit un appel qui lui fait l'effet d'un électrochoc. Sa mère vient de décéder brutalement. C'est Harold Shipman, le médecin personnel de Kathleen, qui lui annonce la triste nouvelle. Angela, avocate de profession, ne comprend pas du tout comment sa mère a pu mourir aussi subitement. La veille encore, elle l'avait trouvée en pleine forme. Kathleen avait pour habitude de faire son jogging chaque matin, et elle passait le plus clair de son temps libre à cultiver le jardin de son impressionnant domaine. Les autres conseillers de la mairie et ses amis témoignent d'ailleurs de son incroyable dynamisme. La veille de sa mort, Kathleen a rendu visite à sa meilleure amie, une certaine May Clark, avec qui elle a bu un café. La discussion a essentiellement tourné autour de la réussite des 2 petits-enfants de May. Rien d'extraordinaire. La vieille dame, âgée de 75 ans, est repartie chez elle en début de soirée, pour ne plus jamais en ressortir. Cette dernière visite tout à fait ordinaire sème un peu plus le doute sur la conclusion du docteur Shipman laissée sur le certificat de décès de Grundy. Morte de vieillesse. On sait que la dernière personne à avoir vu l'adjointe au maire, c'est justement Shipman. Mais cela en fait-il pour autant un coupable? L'enterrement de Madame Grundy rassemble des centaines de personnes dans le petit cimetière de Hyde. Tous partagent les mêmes doutes qu'Angela. Des amis lui conseillent de porter plainte contre le médecin. Mais pour quel motif? Négligence? Angela craint de ne pas avoir assez de preuves, jusqu'à ce qu'elle se rende chez le notaire. L'homme, qui est chargé de la gestion des biens de Kathleen, lui fait une révélation saisissante. Le testament a été changé quelques jours avant sa mort. Toute la fortune personnelle de la vieille dame, qui devait initialement revenir à sa fille unique et à ses petits-enfants, revient désormais au docteur Shipman. Une fortune qui s'élève tout de même à plus de 380 000 livres, soit 460 000 euros. De quoi se refaire une vie très loin. Angela porte plainte, et la police se rend au cabinet médical de Shipman pour effectuer une perquisition. Elle ne donnera rien. On ne peut pas en vouloir au chanceux docteur que sa patiente semblait particulièrement aimée. D'ailleurs, en règle générale, le docteur Shipman est largement apprécié par ses patientes. Le testament pourrait-il être un faux? Cela reste encore à prouver. En attendant, le procureur accepte que l'on exhume le corps de Kathleen. Il est encore en assez bon état pour que le médecin légiste effectue toute une batterie d'examens afin de définir la véritable cause de la mort. Et sans surprise,
Kathleen n'est pas morte de vieillesse, mais bien d'une overdose de diamorphine. Multipliant les investigations, les enquêteurs découvrent que le casier judiciaire du médecin est déjà bien rempli. Il a été arrêté en possession d'une importante quantité de drogue en 1975. Le 7 septembre 1998, Shipman est arrêté. Pour sa défense, il affirme que la vieille dame était toxicomane. Il peut le prouver puisqu'il a réalisé différents commentaires sur son dossier médical informatisé. Il existe bien des rapports concernant la victime et révélant une certaine dépendance à se dériver de la morphine. Cela aurait commencé il y a quelques années alors qu'elle voulait soulager ses problèmes de dos, des problèmes classiques que rencontrent les personnes âgées. Il ne faut pas très longtemps à un expert en informatique pour révéler que les modifications effectuées sur le dossier médical de l'ancienne patiente ont été faites quelques jours après sa mort. Et ce n'est pas le seul élément que le médecin a falsifié. Lors de la perquisition, on a retrouvé une vieille machine à écrire particulièrement appréciée par certains escrocs. Une Brother dont la typographie correspond à celle des documents officiels. Après vérification, les enquêteurs découvrent que le testament de Madame Grundy était bien un faux. Shipman attend son procès, qui se déroulera un an plus tard, le 5 octobre 1999, ce qui laisse le temps aux enquêteurs de chercher si d'autres femmes ont été victimes de celui qui devient rapidement le Dr Death, le docteur de la mort en français. Durant la même année, 2 autres femmes sont décédées. Par chance, on a pu également exhumer leur corps, et là encore, une grande quantité de morphine est retrouvée dans leur sang. Les décès sont logiquement imputés au Dr Death. Pourtant, l'un des experts trouve que quelque chose cloche. Pourquoi avoir utilisé de la morphine pour tuer ses patients? C'est pourtant une substance qui se détecte facilement dans le sang et dans le cadre d'une enquête criminelle. Il est très facile d'identifier le coupable. Harold Shipman devrait le savoir, c'est un homme intelligent. Pire, il a falsifié un testament pour se verser de l'argent sur son compte. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. C'est un acte qui ne peut pas passer longtemps inaperçu, surtout s'il le répète sur plusieurs de ses riches patientes. Bénéficier d'un don passe encore, mais d'une dizaine. Le Dr Death chercherait-il à se faire prendre? Est-ce qu'il prend plaisir à jouer avec le feu? Entre 1998 et 1999, ce ne sont pas moins de 15 décès suspects qui sont ajoutés au dossier. Toutes des femmes âgées entre 60 et 80 ans. Et c'est toujours de la diamorphine qui est retrouvée dans le sang. Pour comprendre ce modus operandi, il faut se plonger dans le passé de Harold Shipman. Avant d'être un prestigieux médecin, c'est avant tout un adulte à l'enfance brisée par un événement particulièrement traumatisant. Harold Shipman naît le 14 janvier 1946 à Nottingham. Il est le 2e enfant d'une fratrie de 3 enfants. Les Shipman vivent très modestement dans une des banlieues nord, particulièrement malfamées, du comté de Nottinghamshire. Pour ne rien arranger, ses parents sont de fervents méthodistes, imposant à leurs enfants une discipline de fer. Le père, Harold, est chauffeur routier, et la mère, Vera, est femme au foyer. Autant dire que les Shipman ne roulaient pas sur l'or. Les enfants grandissent avec un père souvent absent. Harold n'est pas un enfant turbulent. Il essaye d'attirer un peu l'attention des autres, son grand frère étant déjà trop grand pour se préoccuper de lui, et son petit frère beaucoup trop jeune. Ne lui restant que sa mère, il est très souvent présent à ses côtés. La semaine, après l'école, il passe le plus clair de son temps à l'aider dans les tâches ménagères. Lorsqu'il est en vacances, il peut passer de nombreux moments privilégiés avec elle, et c'est pour voir briller la fierté dans ses yeux qu'il s'attache à suivre une scolarité exemplaire. Malheureusement, les choses tournent très mal. Alors qu'il est âgé de 14 ans, il apprend que sa mère est atteinte d'un cancer du poumon. Ce n'est pas une grande fumeuse, mais dans cette région centrale de l'Angleterre cernée par les usines, l'air est particulièrement vicié et nocif pour des personnes à la santé fragile. Au début des années 1960, contracter un cancer signifiait dans la majorité des cas être condamné à mourir dans les années qui suivent. Vera Shipman endure d'atroces souffrances, et Harold voit sa mère dépérir de jour en jour. Il remplace son père absent dans les tâches du quotidien et s'occupe de son jeune frère qu'il finira par détester.
De nombreux médecins passent la porte de la petite maison dont l'entretien laisse de plus en plus à désirer. Vera reçoit régulièrement des piqûres de morphine qui soulagent la douleur et lui permettent de passer des journées plus supportables. Avoir une scolarité normale pour Harold est de plus en plus difficile. Il s'accroche comme il peut et décroche son diplôme de fin d'études avec tout juste la moyenne. La même année, l'état de santé de sa mère se dégrade brutalement. Les doses de morphine ne suffisent plus. Son corps, rongé par le cancer, s'y est trop accoutumé. Elle meurt à la maison. Harold ne s'en remettra jamais. Il parvient à surmonter la tristesse en se concentrant sur ses études de médecine. Pendant toutes ces années durant lesquelles il s'est occupé de sa mère, il s'est passionné pour cette discipline, persuadé qu'il pourrait trouver un remède à ce mal incurable. Parallèlement, il fait la connaissance d'une fille, Primrose. Elle a 15 ans, il en a 18. C'est un couple passionné qui partage énormément de choses. Primrose est également issue d'une famille ouvrière. Beaucoup moins cultivée que lui, elle l'admire pour ce qu'il est. Elle le suit partout, se passionne pour les mêmes choses que lui. Elle lui voue presque un culte, lui accordant une confiance aveugle. À 18 ans, Primrose tombe enceinte. Harold est alors âgé de 21 ans. L'arrivée du bébé provoque un véritable scandale dans la famille. Primrose ne travaille pas et Harold n'est pas prêt de terminer ses études de médecine. Le mariage est finalement le dernier recours pour le couple afin de calmer la colère de la belle famille. Cette dernière leur accorde un prêt afin qu'ils s'installent à Leeds, où Harold termine ses études. Primrose y donne naissance à leur fille, prénommée Sarah. Elle sera la première d'une fratrie de 4 enfants. Les choses s'améliorent enfin lorsqu'Harold termine ses études de médecine en 1970, à l'âge de 24 ans. Quelques mois plus tard, Harold Shipman parvient à se faire une réputation. Malheureusement, plutôt mauvaise. Ses camarades de classe le trouvaient déjà très étrange. Il ne parlait jamais à personne, ne regardait que le bout de ses chaussures et avait un ton assez arrogant lorsqu'on l'interrogeait à l'école. En 1970, ses collègues de travail au centre médical du Yorkshire le trouvent carrément désagréable. En revanche, c'est un travailleur acharné. Harold Shipman s'enferme dans son cabinet, enchaîne les consultations sans parfois prendre de pause. Pendant cette période, Primrose donne naissance à son deuxième enfant. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans sa vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, rien ne semble être très agréable dans son quotidien. Harold Shipman a très vite la réputation d'être un médecin aigri, écœuré par la vie. Il n'a pourtant même pas 30 ans. Cependant, même s'il ne se mêle jamais aux autres et qu'il ne participe jamais aux pots de départ ni aux anniversaires, il est admiré pour son efficacité. Sa réputation en tant que professionnel de la santé ne cesse de grandir. Harold Shipman a de quoi se sentir sous pression. Est-ce pour cela qu'en 1975, il est arrêté en possession d'une ordonnance falsifiée à son nom? Son addiction à la pétidine lui vaut un arrêt de travail d'à peine 6 mois et 600 livres d'amende. À cette époque, l'ordre des médecins ne se rend pas bien compte des agissements du personnage. Nous sommes très loin de l'enquête des crimes à la diamorphine. Ils y voient un médecin exemplaire et ne veulent surtout pas gâcher la carrière prometteuse de Shipman. Pourtant, les infirmières qui travaillent avec lui ne cessent de se plaindre de son comportement. Harold Shipman est en effet décrit comme un homme violent par les différentes femmes qui le côtoient, capable de s'emporter rapidement. Lorsqu'elles apprennent qu'il est écarté de l'établissement pour être transféré au centre hospitalier de Hyde, c'est un énorme soulagement. Déclaré saint d'esprit par le Conseil des médecins, il continue sa carrière sans être inquiété pendant plus de 20 ans. En 1983, il se fait un petit nom dans le milieu, en passant dans un documentaire de la BBC. Il est interviewé dans le cadre d'un programme auquel il a participé pour l'intégration dans la société des personnes atteintes de troubles mentaux. Harold Shipman est passionné par les maladies mentales. Cette interview est un véritable coup de pub pour son image. Désormais, le voilà inarrêtable. Du moins, jusqu'à ce qu'il décide de se saborder. Le docteur Dest ne se montre pas très collaboratif avec la police. Lors de l'enquête sur les 15 crimes qui lui sont imputés, il se mure dans le silence. Par moments, il est tellement excédé qu'il se montre méprisant.
Lorsqu'il se présente devant la Cour de justice le 5 octobre 1999, il fait preuve d'une grande insolence. Il se sent galvanisé par le soutien inconditionnel de sa femme Primrose. En revanche, il a perdu toute crédibilité aux yeux de ses enfants. L'avocat de la défense mise tout sur la réputation du médecin, une stratégie qui ne porte pas du tout ses fruits. Personne ne peut nier l'évidence de son implication dans ces 15 meurtres. 3 mois plus tard, en janvier 2000, le juge prend enfin sa décision. L'homme est rayé de l'ordre des médecins et terminera ses jours en prison avec aucune possibilité de libération. Il est condamné à 15 fois la prison à vie, une décision encore jamais égalée au Royaume-Uni. Pendant qu'Harold Shipman est en prison, Primrose entame une procédure pour libérer son mari. Elle intervient de nombreuses fois à la télévision, provoquant l'indignation des familles des victimes. L'opinion publique considère qu'elle est complice des meurtres de son mari. Elle le connaît mieux que personne et aurait pu le dénoncer aux autorités bien avant. De plus, elle ne s'est jamais posé la question de l'origine de la subite fortune du médecin après la falsification du testament de ses patientes. Certains pensent que Primrose s'est enfoncée dans une relation particulièrement toxique avec Harold. Le couple a vécu, toutes ces années, isolé de tous. Les enfants du médecin n'ont d'ailleurs jamais connu leurs grands-parents. On ne connaît rien de leur relation après le mariage, mais il est certainement probable que Shipman se soit également mal comporté avec sa propre femme. Des experts en psychologie pensent que Primrose souffrirait d'une maladie mentale appelée folie à deux, un problème psychologique rare qui implique l'adoption de la maladie mentale d'un conjoint. Harold Shipman n'a jamais été reconnu comme malade mental par les psychologues. En revanche, sa manière de semer la mort est indiscutablement liée à son traumatisme passé. Les patients victimes de Shipman sont en quelque sorte des incarnations de sa mère. En tuant par procuration sa mère, il tue son obsession pour la mort foudroyante de cette dernière. Avec Grundy, il signe l'arrêt de ses victimes. Des crimes dont le nombre dépasse largement la centaine. Durant l'année 2000, l'enquête se poursuit sur les différents lieux où a exercé Harold Shipman. Ses collègues sont interrogés les uns après les autres. La plupart répètent ce que tout le monde sait déjà. Harold Shipman est un bon médecin, mais il est infréquentable. Une femme ayant travaillé pour lui fournit une précieuse information. Durant ses années d'exercice au centre médical du Yorkshire, elle a remarqué que de nombreuses patientes sont décédées brutalement. Les mystérieux décès se sont arrêtés lorsque le médecin a quitté l'établissement. Elle est parvenue à retrouver quelques anciens dossiers médicaux qui ont permis aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations directement chez la famille des victimes. Les choses se compliquent. De nombreux corps ne peuvent plus être exhumés puisqu'ils ont été incinérés. Selon les témoignages des enfants des victimes, Harold Shipman les persuadait de procéder à une incinération, et ce, en dépit de la volonté des victimes. Parfois, le testament de la victime indiquait même le souhait que le corps soit brûlé. Il semble évident aux enquêteurs que ces documents aient pu être modifiés par Shipman lui-même. Entre 2002 et 2004, on essaye de lui imputer la mort de plus de 400 victimes. Un nombre non officialisé puisque les preuves sont inexistantes. La Cour de justice accorde aux enquêteurs le triste nombre de 215. Pour les familles, c'est un peu de reconnaissance, une maigre compensation au vu des préjudices subis. Mais pour Harold Shipman, cela ne change pas grand-chose. À présent, c'est surtout une question d'honneur. Toute l'Angleterre attend les aveux du tueur en série le plus prolifique du pays. Mais Shipman, comme à son habitude, ne dira rien. En 2004, un gardien de la prison de Wakefield dans la région du Yorkshire retrouve le corps du docteur Death pendu à un tuyau. Il emporte la vérité dans sa tombe. Quelques jours plus tôt, dans une lettre, sa femme le suppliait de dire la vérité à tout le monde. Mais alors, Primrose était-elle au courant de tout? Pour la Cour de justice, cela ne fait aucun doute. D'abord, Primrose est suspectée d'avoir été présente au domicile d'au moins 2 de ses victimes. Des voisins l'auraient aperçue. C'est en effet assez inhabituel de voir la femme du médecin accompagner son mari lors des visites à ses patients. Au moment de la perquisition, des bagues appartenant à certaines des femmes ont été retrouvées dans la boîte à bijoux de Primrose.
Copiant le comportement de son mari, elle nie tout en bloc avant de se défendre, invoquant des cadeaux faits par le médecin lors des anniversaires de mariage. Ces mensonges déclenchent les foudres de l'opinion publique. Plus personne ne supporte ces « je ne sais pas »,« je n'étais pas au courant », ces silences, ces pleurs. Madame Shipman, durant les auditions, apparaît très négligée. Elle s'habille avec des vêtements de seconde main, oublie de prendre soin de ses cheveux, elle a de gros cernes. Son apparence physique n'échappe pas au regard des Britanniques, qui portent une attention toute particulière aux détails. Toute cette négligence est le signe d'un profond manque de respect pour les victimes. Primrose Shipman veut justement se faire passer pour une victime. Et cela ne s'arrange pas lorsque la Cour déclare qu'elle sera privée de sa pension. La femme du criminel a tout perdu dans cette affaire, même sa maison qu'elle a dû revendre pour payer les avocats. Elle a finalement dû déménager dans un petit appartement à la limite de l'insalubre avec le petit dernier de la fratrie et a dû se réconcilier avec sa famille afin de pouvoir obtenir de l'aide. Primrose échappe de peu à la prison. Il ne fait aucun doute qu'elle a été impliquée dans quelques meurtres, mais faute de preuves, la justice déclare que son retour à la vie modeste est une punition suffisante. Lorsqu'Harold Shipman se suicide, il est âgé de 57 ans. Grâce à sa mort, Primrose a pu récupérer sa pension. En effet, une clause lui permettait d'en bénéficier si son mari décédait avant ses 60 ans. Était-il au courant de cette clause? Harold Shipman se serait-il tué afin de sauver sa femme de la déchéance? La fin de cette affaire laisse place à de nombreuses interrogations. Le Dr Death reste un personnage encore très médiatisé dans le Royaume-Uni du XXIe siècle, et son nom est encore régulièrement cité. Pour ce qui est des 200 autres victimes non reconnues, les enquêteurs du web se déchaînent sur la toile. Pour le moment, aucune autre famille n'a souhaité s'exprimer sur la question. Cette affaire, aussi tragique soit-elle, aura permis à la justice de revoir sa copie concernant la législation sur l'utilisation des médicaments à des fins thérapeutiques. La commercialisation de la diamorphine a été arrêtée, et les médecins sont désormais beaucoup plus vigilants dans la rédaction de leurs ordonnances.